Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter ce TD intitulé Conduite à tenir devant un ictère cholestatique. L'étudiant, à la fin de cet enseignement, devra comprendre le mécanisme physiopathologique aboutissant à l'apparition de cet ictère cholestatique. Il faudra que l'étudiant puisse reconnaître les différents signes anamnéstiques et cliniques qui permettent d'orienter le diagnostic vers ce type d'ictère et surtout comprendre comment entamer une démarche diagnostique face à ce type d'ictère. Et secondairement, bien sûr, il faudra reconnaître les principales étiologies pouvant aboutir à l'apparition de cet ictère. Comme généralité, il faut savoir que l'ictère est une coloration jaune de tégumoïdes conjonctifs d'intensité variable qui peut aller du simple subictère conjonctival difficile à discerner jusqu'à l'ictère cutanéo-muqueux-franc et généralisé qui alarme l'entourage du patient. L'ictère cholestatique est dit ictère aussi chirurgical ou ictère obstructif ou aussi ictère à bilirubine conjuguée parce que c'est un ictère qui est dû à l'accumulation de cette bilirubine conjuguée dans le tégument et conjonctif. Et ceci est dû à un arrêt partiel ou total à l'écoulement de cette bilirubine conjuguée dans les voies biliaires. Donc schématiquement, nous avons l'ictère qui est dû à la bilirubine conjuguée, qui est dû à un obstacle mécanique et qui est fait principalement dû principalement à l'accumulation dans le sang, le tégument conjonctif de bilirubine qui a été déjà conjuguée dans l'hépatocyte et cet ictère est dû à un obstacle. Et c'est pour cela qu'il est nommé ictère chirurgical ou obstructif ou à bilirubine conjuguée. Par contre, dans l'autre versant, nous avons l'ictère non chirurgical, qui est dit aussi médical, qui est dit non obstructif ou à bilirubine non conjuguée. Et ceci est dû principalement à un problème qui se fait en amont de l'hépatocyte ou au niveau de l'hépatocyte lui-même et qui relève principalement du traitement médical. Voilà deux figures qui illustrent. Nous avons à gauche un subictère conjonctival et à droite un ictère cutanéo-muqueux-franc et généralisé. Voici un petit rappel anatomique. Nous avons le foie. Ici, comme on voit, c'est la glande la plus volumineuse de l'organisme. C'est une glande amphicrine qui est dotée d'une sécrétion endocrine exocrine. Exocrine, c'est la sécrétion de la bile dans le tube digestif. Elle se fait grâce à l'unité fonctionnelle qui est le lobule hépatique, qui est fait principalement d'hépatocytes. Ces hépatocytes vont filtrer le sang, capter la bilirubine non conjuguée et l'excréter au niveau des petits canalicules biliaires qui existent au niveau des différents espaces portes. Ces petits canalicules vont converger progressivement jusqu'à donner des troncs de plus en plus importants qui drainent de plus en plus de bile qui est excrétée par l'hépatocyte jusqu'à aboutir à des canaux segmentaires, sectoriels, puis un canal cheminé pour constituer principalement un canal hépatique droit et un canal hépatique gauche qui vont converger pour donner le canal hépatique commun qui va aussi converger avec le canal cystique qui draine la vésicule biliaire pour former le canal cholédoque. Et le canal cholédoque a une portion qui est rétrodiodénale, rétropancréatique, intrapancréatique, qui va rejoindre le virsung pour s'aboucher au niveau de la papille majeure, au niveau de la région ampulaire, au niveau de l'ampoule de Vater, pour se déverser au niveau du deuxième duodénum. Donc l'apparition d'un obstacle à n'importe quel niveau de cet arbre d'excrétion va aboutir à l'apparition d'un ictère de nature cholestatique. Schématiquement, on va comprendre à travers cette illustration. Nous avons ici les hématies, leur dégradation au niveau de la rate et au niveau de la moelle osseuse et au niveau du foie va permettre de libérer la bilirubine non conjuguée qu'on voit ici, qui, elle, est acheminée au niveau du sang liée à l'albumine, captée par l'hépatocyte, elle va être conjuguée et excrétée au niveau des différents canalicules biliaires. Alors physiologiquement, la bilirubine c'est le produit de dégradation de l'hème, les hématies sont dégradées au niveau de la rate, au niveau de la moelle osseuse, au niveau du foie, circulent dans le sang lié à l'albumine, captée par et conjuguée par le foie, et excrétée dans les petits canalicules biliaires où elle va constituer un des composants de la bile. Conséquence de l'obstruction ou l'obstacle à l'excrétion biliaire,
va donner un phénomène qu'on appelle cliniquement biologiquement la cholestase. Et cette cholestase est due au reflux des différents composants qui sont déjà excrétés au niveau des voies biliaires par l'hépatocyte vers le sang suite à l'apparition d'un obstacle. Alors, selon les différents composants de la bile, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Tout d'abord, le reflux de la bilirubine conjuguée va donner une accumulation de cette bilirubine conjuguée qui est un pigment au niveau des différents tissus, au niveau de la peau et des teguments, est responsable donc de l'ictère. Vu que le foie ne permet pas l'élimination de cette bilirubine conjuguée, parce que les voies biliaires sont obstruées, cette bilirubine conjuguée va être captée par le rein et éliminée dans les urines, ce qui explique les urines foncées. Et lorsqu'il n'y a pas d'excrétion de cette bile au niveau du tube digestif, donc il n'y aura pas une pigmentation des selles et les selles seront claires et on parle là de selles décolorées. Donc nous avons ictère, urine foncée et selles décolorées. Ceci est synonyme d'un ictère cholestatique. En cas d'évolution chronique, la deuxième conséquence physiopathologique, c'est les selles biliaires. Les selles biliaires sont des composants, c'est le deuxième composant de la bile, excrétée. Donc l'accumulation de ces selles biliaires au niveau des différents tissus est responsable de l'irritation des différentes terminaisons nerveuses sensitives, ce qui va nous donner un prurite d'intensité variable, principalement au niveau des extrémités et les extrémités au niveau du ventre. Et ces selles biliaires, bien sûr, vont être excrétées par le rein dans les urines et cette excrétion va donner ce qu'on appelle des urines mousseuses. C'est pour cela que les patients qui consultent pour un ictère cholestatique vont nous dire les urines qui malattaient. Pourquoi qui malattaient? Tout simplement parce que les urines sont foncées, c'est dû à la présence de la bilirubine conjuguée, mais aussi mousseuses. Et cette mousse est due à la présence de selles biliaires. Aussi, ces selles biliaires sont responsables aussi avec le cholestérol, sont responsables de la réabsorption de certaines vitamines, principalement c'est les vitamines A, D, E, K. Et l'obstruction chronique va donner une carence en vitamine K qui va se traduire par une baisse du TP avec un facteur 5 qui est normal, l'obinodémostase, et elle est responsable de syndrome hémorragique. Croyez-moi, c'est pas aussi rare que vous le croyez. Il y a beaucoup de syndromes hémorragiques chez les patients présentant un ictère cholestatique qui est dû simplement à une carence en vitamine K. Nous avons d'autres carences aussi, la vitamine D, A et E. L'hypercholestérolémie est responsable d'apparition de xanthome sous-cutané. Alors, on va prendre comme type de description un patient qui va présenter un ictère cholestatique plus ou moins prolongé. Donc, le patient vient consulter et le motif de consultation est un ictère d'intensité variable, du subictère jusqu'à l'ictère cutané franc généralisé, et l'allure cholestatique est suspectée à l'interrogatoire par la notion d'urine foncée mousseuse et de sel décoloré blanc mastic parfois graisseux. Alors tout d'abord, lorsqu'on reçoit le patient qui va nous dire que le motif de consultation est un ictère, un prurite et des selles décolorées, nous allons préciser l'âge du patient, son sexe, le sexe masculin ou féminin. Le sexe masculin est en faveur de cancer des voies biliaires du pancréas. Féminin, ça nous oriente surtout vers une pathologie lysasique lorsque l'âge est jeune. Nous avons aussi les antécédents de maladies générales, de maladies personnelles, intoxication médicamenteuse, alcoolique, notion de tabagisme chronique et surtout la notion de cancer dans la famille et de pathologies polypoïdes telles que la polypose adénomatoseuse familiale ou autres malformations de l'arbre biliaire. Il faut à l'interrogatoire essayer de faire raconter la maladie par le patient. Il faut bien sûr cerner cet interrogatoire et le patient doit nous définir le type de début. C'est un début progressif ou brutal. D'un seul coup, il commence à gratter, il a une intensité, une ictère intense qui va s'installer. Et est-ce que cette ictère est d'aggravation progressive ou il y a eu des épisodes de rémission, de poussée entrecoupées de périodes de rémission longues ou plus ou moins rapprochées. Rechercher une notion de syndrome grippal
avant l'apparition d'ictère, et surtout rechercher d'autres signes accompagnateurs de fièvre, d'altération d'état général, de douleur abdominale, de masse palpable ou d'un amaigrissement. Alors, après avoir bien sûr à l'interrogatoire cerné les différents données anamnéstiques, nous allons aborder le côté clinique. Tout d'abord, on doit apprécier l'état général du patient, on doit prendre son poids, sa tension artérielle, rechercher une notion d'amaigrissement, surtout à la prise de poids, calculer un BMI, et à l'examen clinique de l'abdomen. L'examen clinique est constitué basé sur les 6 temps d'examen clinique de l'abdomen. Tout d'abord, inspection, palpation, percussion, auscultation, examen des orifices salinaires et toucher rectal. Et les temps les plus importants, c'est tout d'abord l'examen clinique à la palpation. On doit rechercher l'apparition d'une hépatomégalie et rechercher ses caractéristiques. C'est généralement, lorsqu'on est ictère-cholestatique, nous avons une hépatomégalie qui est homogène et qui est indolore, face antérieure du foie qui est lisse, à bord mousseux, sans reflux hépatogégulaire. Aussi, à la percussion, on va rechercher une acide qui va se manifester par des matites et déclives des flancs. À la palpation aussi, rechercher une masse abdominale, une vésicule biliaire palpable, une grosse vésicule plus un ictère, c'est la loi de Courvoisier-Terrier, qui disait ictère, vésicule palpable, est égal au cancer de la tête du pancréas. Là, on va dire que ictère cholestatique plus vésicule palpable est égal à un cancer du confluent bilio-pancréatique, pour être plus précis. Comment on perçoit cette vésicule palpable? C'est généralement une masse périforme, résistante, rémitante, sous-hépatique et mobile avec les mouvements respiratoires. Alors, nous avons fait l'interrogatoire qui nous a déjà orienté vers la nature cholestatique de l'ictère. Pourquoi? Parce que c'est un patient qui a un ictère, qui est cliniquement décelable. Il y a une notion d'urine foncée avec des urines aussi mousseuses, et la notion de prurite et de sel décoloré. Ces informations cliniques et anamnétiques permettent déjà d'orienter vers la nature cholestatique. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est subjectif, qu'on ne pourra pas mesurer. Donc c'est pour cela qu'il nous faut des valeurs de référence. C'est là que vient le rôle de la biologie, qui est un examen complémentaire, et on va confirmer le syndrome de cholestase. Comment confirmer ce syndrome de cholestase biologiquement? Tout d'abord, on va procéder au dosage de la bilurubinémie totale et à un dosage de la bilurubinémie conjuguée, c'est-à-dire un dosage de la bilirubine sanguine totale et conjuguée. Et généralement, nous aurons une augmentation de la bilirubine conjuguée et une augmentation de la bilirubine totale. Et généralement, la bilirubine conjuguée va représenter un rapport sur bilirubine conjuguée sur totale qui avoisine les 75% ou plus, pour parler d'un ictère cholestatique. Et aussi, nous aurons une élévation des phosphatases alcalines, des gamma-GT, des 5' nucléotidases, des transaminases, du cholestérol et de la bilirubine, des acides biliaires sériques. Nous avons confirmé que c'est un ictère cholestatique à la biologie. Nous allons réaliser des examens morphologiques pour essayer de comprendre quelle est la nature du problème et où se situe l'obstacle exactement. L'examen le plus facile à réaliser sans préparation particulière et qu'on peut réaliser chez tous les patients à n'importe quelle heure et de façon répétée, l'échographie abdominale. C'est un examen clé, c'est un examen de première intention qui va rechercher à l'examen une dilatation des voies biliaires intra-extra-hépatiques. Éventuellement rechercher le siège de l'obstacle. Soit il le visualise, c'est un gros calcul, une grosse tumeur. Parfois, il y a une simple transition entre voie biliaire dilatée et voie biliaire non visible. Cette transition permet déjà de localiser l'obstacle. Permet aussi d'explorer le foie, voir s'il y a des nodules de métastase hépatique, et voir confirmer l'hépatomégalie cholestatique. Explorer aussi la partie céphalique du pancréas. Et généralement, cette exploration n'est pas toujours facile, principalement chez les sujets obèses et chez les patients qui ont une aérocolie. Recherchez aussi une splénomégalie, une ascite et parfois même des nodules de carcinose. Selon le type
de pathologie suspectée. Si on suspecte que c'est une pathologie lithiasique ou une pathologie néoplasique, nous avons d'autres examens à demander. Si c'est une pathologie néoplasique, nous avons en premier lieu la TDM qui permet de compléter les données de l'échographie et permet d'explorer la tête du pancréas, les voies biliaires, la vésicule biliaire, rechercher une tumeur éventuelle, des métastases hépatiques, des nodules de carcinose et aussi des envahissements vasculaires et des adénopathies avec une sensibilité très très importante. Par contre, voilà, on voit ici la voie biliaire intrahépatique qui est dilatée et là le versong, ça c'est le pancréas et le versong qui est très dilaté, la vésicule qui est très dilatée, les voies biliaires intrahépatiques très dilatées, et l'obstacle est situé au niveau de la région ampulaire. C'est un ampulant vatérien. On voit ici les voies biliaires intrahépatiques très très dilatées, c'est un signe indirect d'une cholestase. Par contre, si on suspecte une origine biliaire, on demande une cholangio-IRM biliaire. C'est un examen qui est invasif et qui nécessite une injection de produit contraste dans certains cas, qui est très lent, très coûteux, très astreignant pour le patient, il existe des contre-indications, principalement des patients qui portent certaines prothèses, certains pacemakers, certaines générations de prothèses. Donc c'est un examen qu'on ne peut pas réaliser n'importe où et qui est très coûteux, mais qu'on réalise lorsqu'on suspecte une origine lithiasique, car cet examen est très sensible pour détecter les lithiases, les pathologies lithiasiques et faire une reconstruction 3D de tout l'arbre biliaire. Voilà une biliaire qui nous montre la présence d'un obstacle au niveau du canal, la jonction cystico-cholédotienne. On voit ici, la biliaire nous montre qu'il y a une amputation de la vésicule biliaire qu'on ne voit pas ici, avec une obstruction au niveau du canal hépatique commun, ce niveau-là, qui est probablement d'origine tumorale. Et là, on voit, carrément un cancer de la région périhilaire qui ampute la totalité de l'arbre biliaire distal avec l'utilisation seulement du canal hépatique droit, canal hépatique gauche, une partie de la vésicule biliaire. Et là, c'est un vide qui témoigne de la présence d'une grosse tumeur envahissant le pédicule hépatique à ce niveau-là. On voit ici sur une autre illustration d'une cholangio-IRM avec une dilatation de la voie biliaire principale avec une tumeur au niveau de la partie distale de cette dernière, et il s'agit probablement soit d'un cancer de la tête du pancréas ou un cancer de la partie distale des voies biliaires. Alors, les examens morphologiques, c'est des examens de deuxième intention. Nous avons l'échoendoscopie, elle a sa place principalement dans certains tumeurs de la partie distale du pancréas et aussi pour les lithiases non visualisées à l'IRM de la partie distale du cholédoque intra-électropancréatique. C'est un examen qui est très invasif, qui est coûteux, qui est manipulateur dépendant, c'est-à-dire que les médecins qui les pratiquent sont généralement très entraînés, qui nécessitent une anesthésie générale. Et c'est une sonde d'endoscopie qui est couplée à un échographe qui permet d'explorer à travers le duodénum la partie distale des voies biliaires et du pancréas. C'est un examen qui a une très grande sensibilité pour la détection des petites tumeurs des voies biliaires distales, de la tête du pancréas, de la région périampulaire et aussi de détecter les petites lithiases qui ne sont pas visibles à l'échographie et à la cholangio-IRM. Et cet examen permet en même temps de réaliser des petites biopsies éco-guidées. C'est des petites aiguilles de biopsie ou de cytoponction qui vont cibler les petites tumeurs et permettre de prélever des échantillons pour une étude anatomopathologique. Le grand inconvénient, c'est que c'est un examen qui n'est pas très disponible et qui nécessite une anesthésie générale.
Le deuxième examen, c'est la cholangiopancréaticographie rétrograde par voie endoscopique, dite aussi CPRE, plus ou moins avec ou sans mise en place de prothèse biliaire. C'est un examen qui, avec l'apparition de la cholangio-IRM, a perdu de son intérêt principalement à but iconographique, mais il garde plus ou moins ses intérêts thérapeutiques. C'est un examen qui consiste en l'introduction d'un latéroscope, c'est un endoscope où la caméra est latérale et qui permet d'explorer la deuxième partie du duodénum, cathétériser la région ampulaire, introduire un cathé, opacifier l'arc biliaire, c'est la cholangiopancréaticographie rétrograde par voie endoscopique, avec ou sans sphinctérotomie endoscopique, c'est-à-dire section du sphincter d'Oddi. Et à ce niveau-là, lorsqu'on localise l'obstacle, soit c'est un petit calcul et on va aller le chercher avec des sondes de Dormia ou des sondes opératrices, ou c'est une tumeur. Là, on peut mettre une brosse, faire un brossage, c'est-à-dire c'est une brosse qui prélève des cellules cancéreuses, ou carrément mettre en place une prothèse biliaire. C'est une prothèse qui va permettre de traverser cet obstacle et temporairement permettre le passage de la bile vers le duodénum. Donc c'est un examen qui a un but diagnostique mais aussi thérapeutique, comme vous le constatez. Les principaux inconvénients, c'est que c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale et c'est un examen qui est greffé de certaines complications, c'est principalement les pancréatites, les hémorragies, les perforations digestives et les angiocolites. Mais surtout les pancréatites qui peuvent dans certains cas être mortels. Donc c'est un examen qui a des complications, qui a des frais. Il y a aussi l'ancienne technique, c'est la cholangiographie transpariéto-transhépatique, ou la CTPH. C'est une ancienne technique qui consistait à l'aide d'une sonde d'échographie, repérer une voie biliaire intrahépatique très dilatée, aller la ponctionner, aspirer un peu de son contenu pour une étude bactériologique à la recherche d'une infection, mais aussi injecter un produit de contraste qui va nous permettre d'opacifier les voies biliaires en amont de l'obstacle. Donc, c'est un examen qui a perdu de son intérêt avec l'avènement de l'IRM. Et bien sûr, c'est un examen qui est responsable de certaines morbidités et mortalités liées à l'apparition d'hémorragie ou de péritonite biliaire ou d'angiocolite suite à l'utilisation de cette technique invasive. Les principales étiologies qui peuvent aboutir à l'apparition de l'ictère cholestatique sont tout d'abord la pathologie lithiasique, et c'est principalement l'apparition du lithiase au niveau de la voie biliaire principale. C'est généralement la migration d'un calcul de la vésicule biliaire vers la voie biliaire principale, et ce calcul va obstruer la voie biliaire principale, soit par rapport à son diamètre, soit au niveau de la région jonction entre le voie biliaire principale et le cholédoque au niveau de la région périampulaire. Nous avons aussi les cancers de la tête du pancréas. Nous avons, car comme vous le savez, le cholédoque a un trajet rétro mais aussi intrapancréatique. Lorsque nous avons un cancer de la tête du pancréas, nous aurons une obstruction du cholédoque à ce niveau-là. Les tumeurs de l'ampoule de Vater, c'est clair que les obstructions au niveau de l'ampoule de Vater vont aboutir à un reflux de bile mais aussi de sucre pancréatique. Les cancers de la vésicule biliaire, généralement à un stade très évolué, la tumeur de la vésicule biliaire elle-même n'est pas responsable d'un ictère, mais lorsqu'elle va envahir la voie biliaire principale de proche en proche, elle va donner l'apparition d'un ictère cholestatique. Et nous avons aussi les cancers de la voie biliaire principale extrahépatique ou les cancers biliaires distales et les cancers périhilaires ou dit aussi les tumeurs de Klatskin. Les cancers des voies biliaires intrahépatiques, lorsqu'ils n'atteignent pas la convergence, ne sont pas responsables d'ictère. Nous avons aussi les cancers d'huile, les tumeurs de Klatskin, et aussi les adénopathies malignes d'huile et les tumeurs de voisinage, de l'estomac ou du côlon qui envahissent le pédicule hépatique et qui sont responsables de l'apparition de cet ictère cholestatique. Diagnostic différentiel. Tout d'abord, il faut reconnaître les faux ictères. C'est la coloration jaune des patients atteints de l'hypothyroïdie. La coloration orangée suite à l'hyperconsommation
de produits carotènes, c'est les autobronzants. Ça se voit principalement dans les pays tellement ensoleillés. C'est une attitude alimentaire particulière chez certaines populations. Et la mélanodermie. Et de toute façon, dans tous les cas, le simple dosage de la bilirubinémie permet de poser le diagnostic de l'ictère. Les ictères qui sont dus à une augmentation de la bilirubinémie non conjuguée. C'est principalement la maladie de Gilbert et de Crigler-Najjar qui sont des déficits enzymatiques et qui vont entraver la conjugaison de la bilirubine non conjuguée en conjuguée. Et nous avons les autres causes de l'ictère à bilirubine non conjuguée, principalement les pathologies hémolytiques qui vont provoquer une hyperproduction de la bilirubine non conjuguée. Et chez ces patients, nous avons toujours bien sûr des urines qui sont foncées, mais les selles sont normocolorées et les patients n'ont pas de prurite. Et bien sûr, au moindre doute, il suffit de doser la bilirubinémie totale et la bilirubinémie conjuguée et calculer le rapport. Alors, les principes du traitement. Voilà, le traitement varie d'une étiologie à l'autre. C'est pour cela que nous allons juste voir un aperçu des différents objectifs du traitement, car chaque traitement est bien détaillé dans les cours théoriques que vous allez recevoir. C'est-à-dire chaque pathologie a son traitement approprié. Mais les objectifs sont simples. Tout d'abord, il faut essayer de rétablir l'écoulement de la bile dans le tube digestif, soit dans le duodénum, soit dans un autre segment digestif, et cela va faire appel soit à la chirurgie, la radiologie interventionnelle ou l'endoscopie interventionnelle avec mise en place de prothèses. Et bien sûr, il faut toujours essayer de traiter la cause, car lorsqu'on ne traite pas la cause, on est exposé à des récidives. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ictère est une urgence thérapeutique, le risque est l'évolution vers la cirrhose biliaire. L'interrogatoire et l'examen clinique déjà vont nous donner assez d'éléments qui vont nous orienter vers l'ictère de nature cholestatique. Il faut toujours bien sûr éliminer les ictères non rétentionnels ou non cholestatiques, c'est-à-dire les ictères médicaux, et cela par le dosage de la bilirubine totale et conjuguée. La biologie va confirmer la cholestase. L'échographie, bien sûr, est le premier examen morphologique à réaliser, à demander. On ne va pas directement demander un angioscanner ou une IRM chez un patient qui a un ictère. On commence toujours par la biologie et une simple échographie. Parfois, l'échographie, elle seule, va nous donner assez d'informations, soit pour arrêter les investigations chez les cas très évolués, soit, dans certains cas, donner assez d'informations pour poser un traitement adéquat. Et bien sûr, le traitement dépend de l'étiologie, de la cause de cet ictère. Et je vous remercie.